Je suis ravie au nom de l'équipe de Teens Up de vous accueillir. Teens Up, c'est une association en fait qui organise des événements pour les jeunes comme celui-là. Et ces événements qui sont faits vraiment sur mesure pour vous, ils ont vocation à vous inspirer. Et c'est la vocation de cette table ronde ce matin, c'est de vous donner du grain à moudre dans vos réflexions sur vos orientations. Et c'est aussi révéler vos talents. Et sans doute, vous avez dans votre parcours, en fait, des ateliers, des moments qui sont dédiés aussi à ça et qui sont très complémentaires. Comment ça va se passer ? Là, ce qu'on a prévu, c'est une intervention d'à peu près une trentaine de minutes. Et le sujet, en fait, qui est dans le cadre des métiers de demain, mais c'est aussi les métiers d'aujourd'hui, va porter sur les métiers du numérique et notamment de la cybersécurité. Donc, on a deux intervenantes hyper expertes et pointues sur ce sujet. Elles vont chercher à être le plus concrètes possible sur leur métier pour vraiment vous donner des idées beaucoup plus précises que ce que vous pouvez avoir aujourd'hui. Et après, on consacrera un petit quart d'heure de questions-réponses, si vous en avez, pour aller encore plus loin par rapport à là où vous en êtes, de votre connaissance sur le métier et de votre intérêt là-dessus. Voilà, donc je vous laisse la parole. Et puis bonne chance. Merci. Alors, est-ce que ça... Oui. Ça fonctionne ? Ouais, ok. Bonjour à tous. Du coup, on va commencer. Donc, le thème de cette conférence, comme l'a dit Sandy, ce sont les métiers du numérique, métiers de demain. Et l'entreprise que vous représentez, c'est Tetris. Voilà, donc on est bon. Donc, les métiers du numérique avec un focus sur la cybersécurité. Parce qu'on travaille donc pour une entreprise qui s'appelle Tetris, qui est basée à Pessac, je vous en parlerai tout à l'heure, et donc entreprise de cybersécurité. Donc je suis Anne Varlet, moi je m'occupe du recrutement chez Tetris, et je suis avec Marjorie. Eh bien, bonjour tout le monde, moi je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je suis Marjorie Bombadji, je suis People Manager chez Tetris. J'accompagne les équipes d'ingénieurs en informatique au quotidien pour lutter contre la cybercriminalité et je vous en parlerai un peu plus après. Donc pour vous expliquer comment se passe un peu cette présentation, donc on va vous présenter un peu l'entreprise Tetris, vous parler du numérique pour que vous compreniez un peu le contexte dans lequel la cybersécurité intervient. On fera un focus ensuite sur la cybersécurité et les métiers, donc les métiers qu'on peut retrouver dans ce domaine-là, les compétences à avoir quand on veut travailler dans ce domaine de la cybersécurité qui est très technique, quelles compétences on va rechercher. Bien sûr, on parlera de l'orientation parce que c'est ce qui peut potentiellement vous intéresser le plus, et on vous parlera de l'avenir de la sécurité, enfin de la cybersécurité et des domaines très techniques. Voilà un petit peu le programme de cette présentation. Hop. Donc, l'entreprise Tetris, pour vous en parler un petit peu, vous raconter un peu l'histoire. Tetris, c'est une entreprise qui a été créée en 2010 par Laurent Oudot et Elena Poincet, qu'on voit ici en photo. Ces deux personnes ont eu un parcours à la DGSE, donc c'est les renseignements français. Donc un avec un profil plutôt technique et Elena plutôt sur la partie militaire et les services d'action. Et en 2010, ils se sont rencontrés à la DGSE et en 2010, ils se sont dit qu'il y avait un besoin de sécuriser les entreprises sur la partie des données, sur la partie cyber, donc tout l'environnement, on va dire, informatique. Ils ont commencé du coup par tester la sécurité de plusieurs entreprises. Et ils sont partis du constat, au bout de quelques années, en fait, que quand il y avait une attaque dans une entreprise, il était important ensuite de pouvoir vendre des solutions de cybersécurité. Et donc, ils sont partis dans l'optique de créer ces solutions de cybersécurité, donc des solutions de cybersécurité françaises. Donc ça a intervenu à peu près en 2012. Juste, pardon, pour être sûr que tout le monde sache bien, est-ce que tout le monde dans cette salle sait ce que c'est que la cybersécurité ? Bon, alors peut-être juste redire... Normalement, on en parle juste après.
Ah, On présente après, mais dans l'idée, la cybersécurité, ça va être la protection d'Internet, la protection des données pour des entreprises. Oui. Exactement, c'est une des parties. Tout à fait. C'est assez vaste et on va vous en parler après, mais dans l'idée, c'était de pouvoir protéger les entreprises du monde malveillant que peut être Internet ou autre, et pas qu'Internet. Aujourd'hui, donc presque 10 ans, voire 12 ans après la création de Tetris, Tetris est basé à Pessac. On a des bureaux à Paris, mais également des filiales. Donc on est présent aussi à l'international, pas seulement en France, en Espagne, en Allemagne, au Japon, au Canada et tout récemment au Danemark. On a fait récemment donc une levée de fonds. Pour vous expliquer un peu, Tetris avant le Covid, on était 50 collaborateurs. Aujourd'hui, on est 260, donc il y a une très forte croissance en recrutement, donc on en reviendra, métier d'avenir, etc. Et l'idée, c'est que dans quelques années, Tetris continue sa progression et sa croissance. Du coup, quelle est la mission de Tetris? Donc nous, notre mission en tant que collaborateur chez Tetris, et collaboratrice plutôt, dans notre cas, ça va être d'œuvrer, donc de travailler, de mettre en place des solutions pour la cyberpaix. Cyber, ça va être la partie plutôt informatique, le monde numérique, et donc d'avoir un monde numérique qui soit sûr et sécurisé. Donc nous, on accompagne les entreprises dans cette cyberpaix et pour leur assurer donc vraiment une protection contre les cyberattaques qu'on peut retrouver donc sur le monde du numérique. Je vais vous parler maintenant du numérique. Qu'est-ce que le numérique? Donc c'est assez vaste. Le numérique va regrouper l'informatique, mais il va regrouper aussi la communication. On peut voir ici avec les différentes pictos, aujourd'hui on a du numérique dans une montre connectée. Vous en avez peut-être déjà, vous en avez peut-être une. Voilà. On a aussi des ampoules connectées. C'est-à-dire que depuis mon smartphone, si je veux allumer la lumière avant de sortir de mon lit ou allumer mon sapin de Noël parce que c'est de rigueur en ce moment, j'appuie sur un bouton et les guirlandes vont se lancer toutes seules. Les pèse-personnes, quand on veut se peser et avoir par exemple des données très précises. Les smartphones, on en a tous un aujourd'hui, donc on est forcément ultra connecté. Donc le numérique, à la base, c'est quelque chose de très vaste, mais aujourd'hui, on va faire un focus sur l'informatique et ensuite la cybersécurité. Mais avant tout, ce que je voulais vous partager, c'est vraiment que ce numérique-là, et vous êtes les premiers à le savoir, c'est qu'on le trouve partout. Donc là, on vous a mis des exemples. Dans la sécurité, bien évidemment, on va en parler, mais dans la mobilité aujourd'hui et le transport, aujourd'hui, quand vous voulez prendre le bus le matin, vous savez exactement... Vous pouvez tracer votre bus, savoir exactement où il est. Tout ça parce que y a eu des applications, des choses, des GPS, des trackings qui ont été insérés sur le bus de manière grossière et qui permet de géolocaliser votre bus. La santé aujourd'hui, avec Marjorie, on en discutait. Elle regarde souvent les battements par minute de son cœur sur sa montre. Elle sait quand peut-être elle va être plus stressée, plus fatiguée. Donc en fait, ça permet vraiment un suivi et tout ça, c'est grâce au numérique. Dans l'industrie aujourd'hui, dans les métiers par exemple du BTP, on peut se projeter sur un immeuble, une construction de quartier. On parlait il y a pas longtemps, il y a eu l'essor des bassins à flot à Bordeaux par exemple. On a pu, grâce à de la réalité virtuelle, des casques, projeter un peu comment allait devenir le quartier peut-être en avance. Donc voilà, donc en fait on a cet univers-là un petit peu partout. Les services aujourd'hui, on peut aussi faire appel, commander à manger très facilement, se faire livrer, choisir, avoir un panel très large de ce qu'on veut déjeuner le midi et se faire livrer. On sait aussi où est le livreur. Donc en fait, c'est aussi le numérique, c'est la partie communication, c'est-à-dire c'est faciliter les échanges à travers le numérique.
La communication, je viens d'en parler, et puis l'éducation, parce que c'est ce que vous êtes, vous êtes en plein dedans. Je ne sais pas si c'est le cas dans certains collèges où vous êtes, mais aujourd'hui, il y a certaines classes qui vont travailler principalement soit sur des ordinateurs, sur des tablettes. Vous allez peut-être, quand vous allez dans votre CDI, avoir accès à Internet pour faire des recherches. Donc aujourd'hui, vous êtes complètement concerné par la numérisation de l'éducation. Alors pas que, les livres c'est aussi important, mais vous pouvez aussi avoir accès à plein d'informations grâce au numérique, et notamment Internet, etc. et l'informatique. Tu veux rajouter quelque chose ? Non, super bien résumé. Et pour nous, tout ça, c'est notre cyberespace, en fait. C'est cyberespace, tous ces objets connectés, ces ordinateurs connectés entre eux, vos téléphones connectés entre eux, avec lesquels vous communiquez ensemble quand vous êtes aux quatre coins du monde, quatre coins de la France ou quatre coins de chez vous même. Donc tout ça, c'est notre cyberespace. Et nous, Tetris, eh bien, on travaille dans ce cyberespace pour la cybersécurité. Alors la cybersécurité, qu'est-ce que c'est ? Moi, quand j'ai entendu le mot cybersécurité, je crois que j'ai fait à peu près la même tête que ce chat. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce que c'est en fait ? Qu'est-ce que c'est la sécurité dans ce cyberespace ? Alors j'ai essayé de vous faire une petite définition parce que vous vous doutez bien que c'est pas mal complexe hein, comme domaine. La cybersécurité, en fait, ça regroupe tous les moyens donc de défense et de sécurisation, donc le bouclier pour la défense et les mots de passe, les antivirus et tous les systèmes de surveillance de vos systèmes connectés, de votre téléphone, de votre ordinateur, de votre montre aussi de plus en plus, contre la cybercriminalité, contre des groupes de hackers, contre des groupes mafieux de hackers. Donc vraiment, quand Anne vous parle que notre mission, et on est une société à mission, lutte contre le cybersabotage, eh bien c'est justement des groupes qui vont saboter des systèmes informatiques, et je vais vous en parler tout à l'heure un petit peu via quelques faits qu'il y a eu cette année, et ça peut être très grave. Voilà. Et c'est vraiment reconnu comme un délit, la cybercriminalité est un délit. Et c'est là où Laurent Oudot et Elena Poincé ont justement se sont investis dans cette mission pour protéger les entreprises, pour protéger des hôpitaux, pour protéger de l'éducation, des institutions contre cette cybercriminalité en fait. Je ne sais pas si c'est plus ça fait un peu de sens maintenant. Le top 3, parce que alors des menaces cyber, il y en a plein. Hein. Le top 3, notamment pendant cette période Covid où beaucoup de choses sont digitalisées, il y a eu beaucoup de visio, beaucoup de choses comme ça. Le top 3, je vous en ai regroupé un petit panel. Le hameçonnage, notamment par SMS. En anglais, on appelle ça le phishing. C'est le SMS que vous recevez et qui vous dit « Hey, vous avez reçu un paquet à la livraison, cliquez sur ce lien. » Voilà. Ça t'arrive ? Voilà, c'est ça. Ça s'appelle du hameçonnage par SMS. Et c'est top 3 des menaces cyber aujourd'hui. Donc si tu cliques sur le lien, en fait, ça ouvre une porte d'entrée à ton téléphone et un hacker peut voler toutes tes données. Ah, si tu n'as pas commandé de colis, tu n'attends pas de colis. Et le mieux, c'est toujours se connecter au site internet, en fait, où tu as commandé. Jamais cliquer sur un lien qui t'arrive comme ça de nulle part. Voilà. Une deuxième menace très en vogue, c'est le piratage de comptes en ligne. Hein, vos comptes, parce que là où vous vous inscrivez en ligne sur Internet, vous mettez un mot de passe 1, 2, 3, 4. Bon, voilà. C'est piratable très, très vite. Donc, ça a été la deuxième menace la plus répandue. Et enfin, la troisième, qui nous concerne aussi un petit peu plus Tetris et qui a fait beaucoup de dégâts aussi cette année, c'est le rançongiciel, le ransomware. Le rançongiciel, en fait, c'est un logiciel qui va s'infiltrer sur un parc numérique, sur des ordinateurs, qui va chiffrer toutes les données du parc, qui va rendre inaccessibles toutes les données que vous avez. Vous avez des photos, vous ne pouvez plus les voir. Et en contrepartie, il va demander une rançon pour vous payer. Et il va vous promettre si vous payez, je vous redonne vos données. Mais ce n'est pas vrai. Donc nous, on lutte contre ça, contre ce rançongiciel qui fait beaucoup de dégâts. Et aujourd'hui, il faut savoir que 50% des petites et moyennes entreprises font faillite 18 mois après ce qu'on appelle une cyberattaque. C'est-à-dire quand on va attaquer des entreprises avec ce type de logiciel. Alors justement, en 2022, il s'est passé quand même pas mal de faits. Je vous en ai regroupé 3.
Il y a eu la cyberattaque de l'hôpital de Corbeil-Essonnes qui a rendu inaccessibles les dossiers numériques des patients, des opérations reportées, des vies en jeu, avec une rançon demandée, beaucoup de temps pour retrouver un système fonctionnel, vraiment beaucoup de frayeur. Donc vous voyez, la cybercriminalité, qu'est-ce que ça peut donner en fait. Aussi, en 2022, il y a eu la cyberattaque du Costa Rica, un pays entier, une institution attaquée par un groupe de hackers. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont attaqué le gouvernement de la santé. Donc il n'y avait plus de pension de retraite versée, plus d'indemnités de personnes handicapées versées. Par exemple, le service de douane, vous savez, les échanges de matières entre pays, tout ça c'est numérique. On traite 20 000 demandes grâce au numérique. Les douaniers traitent 20 000 demandes par heure grâce au numérique pour faire rentrer des marchandises, les faire sortir. Tout ça est tombé. Tout ça est tombé. Cyberattaque, tout ça est tombé, c'est devenu inaccessible. Et les douaniers ont dû réutiliser le papier. Et vous vous doutez bien que 20 000 demandes papier, ça fait beaucoup de travail. Donc le pays entier qui peine à s'en relever, hein, ça leur coûte plus de 30 millions d'euros par jour, cette cyberattaque. Le pays a même déclaré l'état d'urgence tellement l'ampleur de cette cyberattaque. Par rançongiciel, hein, toujours. Hein. Donc cette cyberattaque, elle a eu lieu en avril 2022 et elle est encore en cours. Hein. Enfin, on tente. Hein. Le groupe de hackers s'est revendiqué. Vous pourrez regarder un petit peu dans l'actualité, hein, le suivre. Ensuite, Anne, vous parlez du transport, des bus, mais il y a aussi les trains, tout le réseau de trains et aussi numérique et aussi géré numériquement en fait via un logiciel. Et au Danemark, très récemment en octobre, le réseau de logistique, c'est-à-dire qui gère tout le trafic de train, s'est fait hacker. Rançongiciel sur le réseau, c'est devenu inaccessible, ça a paralysé tout le réseau de chemin de fer du pays. Sachant que le réseau de chemin de fer du pays du Danemark, c'est l'équivalent de la SNCF. C'est comme si demain, la SNCF, voilà, on ne peut plus l'utiliser parce que le réseau s'est fait hacker. Donc ça a vraiment une ampleur qui peut devenir vraiment énorme et dramatique, y compris pour des vies aujourd'hui. Donc nos ingénieurs, nos super ingénieurs œuvrent pour ça et développent ce logiciel qui permet de sécuriser tous ces parcs informatiques pour lutter contre tout ça et éviter que des drames arrivent en fait. Alors les métiers de la cyber, ouais, Cyber for Life, on aime bien les mêmes chez Tetris. On a une entreprise jeune et dynamique, donc on aime bien les mêmes. Les métiers de la cyber, alors qu'est-ce qu'on peut retrouver? On peut retrouver pas mal de métiers, je vais peut-être pas tous les détailler, je sais pas si vous aurez cette présentation après, mais on peut retrouver donc des métiers pour gérer la sécurité d'un parc informatique dans une entreprise. On peut être responsable donc d'un projet, de projet ou être directeur de la cybersécurité d'une entreprise. Donc vraiment veiller au parc, à ce que tout soit OK, qu'il n'y ait pas d'hackers qui débarquent, voilà, tout ça. Ensuite, on peut être dans la conception et la maintenance, donc devenir architecte, poser les cubes d'un logiciel et construire un logiciel. On peut être cryptologue, c'est-à-dire crypter les communications entre vous pour les protéger. Ou auditeur aussi, on va aller tester un petit peu la sécurité. Aussi, on peut être amené à gérer des crises. Typiquement, hein, quand le Danemark, le réseau de chemin de fer se fait hacker, c'est une crise à gérer. Donc, il y a des personnes qui sont expertes en ça. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait les trains pour gérer cette crise? On a aussi du conseil et du service. Donc, vraiment, quand on a quelques années d'expérience et qu'on devient vraiment expert dans ce domaine, on peut aller conseiller des entreprises ou encore former des ingénieurs en cybersécurité aussi. Dans la recherche et le développement, donc développer une solution de cybersécurité, hein, vraiment coder le logiciel au quotidien, ou être responsable de du logiciel et le mener à terme, ou encore des métiers de direction opérationnelle, comme le métier de Anne, qui est au recrutement, comme le métier aux ressources humaines, comme moi, qui suis people manager aussi. Tout le monde a sa place. Il n'y a pas que des ingénieurs chez Tetris, il y a aussi ces métiers-là qui sont essentiels, des ingénieurs commerciaux, des commerciaux pour aller vendre aussi la solution. Juste peut-être, Marjorie, est-ce que tu peux peut-être rentrer un tout petit peu plus dans le concret sur qu'est-ce que c'est un people manager? Ah, alors qu'est-ce qu'un people manager? Alors c'est un nouveau métier.
Parce que chez Tetris, le rôle du manager est divisé en 3 parties. On a une entreprise avec une hiérarchie assez plate, en fait. On n'est pas à pyramide avec le directeur du directeur du directeur. Donc, c'est assez plat, notre hiérarchie. Et People Manager, moi, j'accompagne sur l'aspect people, humain, en fait, les ingénieurs au quotidien. Donc, parcours de carrière, formation, mutation, développement professionnel et personnel aussi. Donc, sur tous ces enjeux-là, je ne sais pas si c'est donc d'une certaine façon, tu es un peu très proche du métier de Anne qui est dans les ressources humaines. Oui, on travaille ensemble. On fait aussi des entretiens de recrutement ensemble parce que comme je suis manager aussi de l'équipe, comme les technical leaders avec qui je partage aussi ce rôle et les responsables de produits, eh bien à 3, on a une vision de l'équipe et des activités d'une entreprise. Donc oui, on travaille beaucoup avec aussi les ressources humaines. Ça, et pour compléter, en fait, moi, je vais intervenir donc sur la partie effectivement ressources humaines, sur le recrutement. Donc, je vais aller chercher des profils qui sont intéressants pour Tetris. Quand on a une offre de poste, un emploi à proposer, je vais aller chercher ou traiter des candidatures. Et en fait, après, on va travailler alors avec Marjorie. Donc moi, je vais recruter, je vais intégrer la personne chez Tetris. Et ensuite, Marjorie va l'accompagner tout au long de sa carrière chez Tetris. Donc, nous, c'est le process en amont, on va dire, on recrute, on intègre chez Tetris sur la partie recrutement, et Marjorie ensuite fait le lien avec les équipes sur savoir s'ils vont bien, si les équipes vont bien, si la charge de travail est correcte. Donc, moi, j'ai voilà la partie en amont et Marjorie plutôt le côté humain et accompagnement sur le reste de leur carrière. Et juste parce que ça peut peut-être intéresser les jeunes, comment tu t'y prends quand tu as un besoin et que tu recherches? Tu les recherches comment, les perles rares? Alors, quand je recherche quelqu'un pour un poste, on va partir sur un poste qui peut-être vous parle. Est-ce que ça vous parle, le métier de développeur informatique? Ça peut. Aussi. En gros, un développeur informatique, c'est quelqu'un qui va coder, qui va utiliser des langages informatiques pour, par exemple, faire un site internet. On va partir très simplement. Oui. Aujourd'hui, vous allez tous sur des sites internet et ce site internet, il faut quelqu'un qui le crée, qui crée le design, qui crée, si vous voulez acheter en ligne, qui crée les fonctionnalités de paiement, etc. Donc, si je recherche un développeur, j'utilise moi personnellement et chez Tetris, on a des solutions de recrutement donc sur LinkedIn. Donc je vais regarder des profils sur des plateformes où vous pouvez entre guillemets avoir votre CV visible sur Internet. Voilà, si je peux définir un petit peu LinkedIn, ce serait comme ça. Et ensuite, on reçoit beaucoup de candidatures. On publie nos offres sur Internet avec les critères, ce qu'on recherche, le niveau d'études. Les soft skills, donc c'est plutôt la partie si on va rechercher quelqu'un de très curieux, quelqu'un qui est très adaptable, quelqu'un qui enfin voilà des caractéristiques qu'on va appeler les soft skills, des compétences en fait personnelles, et je vais aller chercher un petit peu ça, je vais étudier les candidatures par rapport aux besoins. Donc ça va être principalement du sourcing, donc de la recherche de candidats et du traitement de candidatures. C'est intéressant parce que souvent aujourd'hui on disait que on trouve un job en fait grâce au marché caché, mais en fait vous émettez des offres, vous manifestez des besoins concrètement. Tout à fait. Donc ça veut dire que ça vaut quand même le coup aussi de regarder les offres. Il y a les candidatures spontanées, mais il y a aussi des offres en fait, qui donne plein d'indications sur vos besoins. Exactement. En fait, aujourd'hui, on va parler dans le recrutement d'un iceberg. Donc, on voit à peu près 70% du marché qui est visible grâce à des offres sur Internet, mais il y a aussi un marché caché, le dessous de l'iceberg, la partie qui va être sous l'eau, entre guillemets. Et donc, il y a aussi cette partie cachée-là. Alors, nous, chez Tetris, pas spécialement, parce que justement, on s'ouvre à beaucoup de profils et on va publier tous nos besoins. Mais c'est vrai que, par exemple, nous, on a des offres de recommandation. Donc, on demande à nos collaborateurs, nos salariés actuels, si, par exemple, ils ont une connaissance qui irait bien, par exemple, sur un poste de développeur. Ou si, dans leurs expériences passées, ils ont travaillé avec quelqu'un qui les a marqués et qui pourrait potentiellement
coller complètement avec l'ambiance Tetris, le mood Tetris. Donc ça met vraiment en valeur l'importance en fait d'avoir un réseau. Voilà. Et en France, on n'est pas très à l'aise souvent avec cette idée de réseau. C'est un peu connoté magouille, mais en fait un réseau, c'est avoir des connaissances, des gens en fait qui sont dans un milieu qui peuvent vous apporter des bonnes informations et notamment l'existence d'un poste et d'une opportunité professionnelle. Donc la construction même de son réseau, ça fait partie, je pense en fait, des bons réflexes, de la bonne hygiène professionnelle pour démarrer et même pour poursuivre dans la vie. C'est voilà, de cultiver ces relations. C'est ça, et si je peux vous donner aussi un petit conseil, vous allez devoir chercher, donc pour ceux qui sont peut-être en 3e, votre premier stage. Votre premier stage, c'est entre guillemets votre premier pas dans le monde professionnel, et c'est la première ligne de votre CV avec votre parcours, etc. Donc, il faut prendre ces choses à cœur, même si c'est un stage qui est très court et qui est dit d'observation. Mais pensez déjà que même si ça peut donc vérifier un choix d'orientation ou alors au contraire l'infirmer, pensez déjà que c'est une première ligne sur votre CV. Il y en aura plein d'autres, on est d'accord. Mais si vous pouvez déjà donner une petite teinte à votre CV, c'est important aussi. Donc ça veut dire de ne pas aller vers la facilité. Je peux avoir ce stage parce que c'est facile de l'avoir. C'est plus important que ça. En fait, c'est ça que tu dis. Oui, c'est vraiment plus important que ça. Et on la regarde, hein, sa petite ligne de stage, et on pose des questions parce qu'on est très curieux sur ces petites lignes qui donnent beaucoup de sens en fait à ce que vous avez pu choisir, parce que c'est un peu ce vers quoi vous vous êtes dirigé instinctivement, et c'est important ça. Voilà. Bien, écoutez aussi, on va pas se cacher. Hein, c'est un environnement qui est quand même assez masculin, mais on a de plus en plus de femmes. On est là aussi. Les 3/4. Oui, tu as une. Pourquoi il y a que des hommes, au lieu de femmes? Je sais pas, il y a des univers comme ça où il y a plus d'hommes que de femmes. Alors je t'invite à rechercher aussi, hein, pourquoi pas. C'est une curiosité qu'on peut avoir, hein, mais en tout cas il y en a de plus en plus. L'Agence nationale de la sécurité informatique a fait aussi un petit sondage, et on se rend compte qu'il y a 11% de femmes et de plus en plus de femmes. Nous, les 3/4 de notre comité de direction est féminin. Hein, nous aussi, on est là aussi pour le représenter. Donc voilà, c'est important aussi de dire ce chiffre, filles, garçons, de tous les genres. De toute façon, en entreprise, il y a de la place pour tout le monde. Hein. Donc voilà. En termes de diplômes, on va retrouver des diplômes à bac+2, donc après le bac, 2 ans d'études, bac +3/4. Mais quand même, hein, la majorité des recrutements se font à bac+5. Donc voilà, bac+5 ou via des écoles d'ingénieurs, c'est quand même les profils qu'on retrouve beaucoup en entretien. Mais, oui. Mais du coup, en fait, c'est quel type de bac? Bac +5 je vais laisser. On va y venir après. Anne vous expliquer. Elle est super experte sur l'orientation, et elle va vous expliquer tout ça. Anne. On y revient juste après, du coup. Donc, juste pour rebondir un petit peu sur les compétences dont vous parlez, Anne, elle vous parlait de soft skills. C'est un terme anglais qui veut dire un peu les compétences de savoir-être. Parce que ça compte aussi en entreprise. Il n'y a pas que savoir coder un logiciel qui compte. Vous allez intégrer une équipe, vous allez intégrer une mission, par exemple, si vous intégrez un jour Tetris. Et ces compétences-là, ces compétences, c'est la créativité, être curieux, poser des questions, être polyvalent, adaptable. Ça change très très vite. Hein. Si vous cherchez un métier où vous voulez pas vous ennuyer, c'est typiquement le métier à faire. Ça change tout le temps et ça va vite. Ça demande de l'organisation et de la rigueur, hein. Globalement, c'est quand même la compétence, hein, de savoir-être à avoir. De l'esprit d'équipe, vous n'êtes pas tout seul, vous intégrez une équipe avec une vraie ambiance et une vraie dynamique. Et cette équipe, il va y avoir le sens de l'écoute, de la communication. Il va falloir communiquer avec son équipe, communiquer avec son manager, communiquer sur son produit. Donc tout ça, c'est des compétences à avoir. Et ensuite, on a les savoir-faire, donc les compétences un peu plus techniques. Alors j'ai généralisé parce que je vais pas non plus vous faire entrer dans le détail de tout ça. Vous rechercherez avec les métiers qui vous intéressent, mais
les compétences de savoir-faire, ça va être savoir utiliser des logiciels et du matériel informatique déjà en premier lieu, comme les smartphones, les tablettes, les PC, les montres, comment ça fonctionne, tous les objets connectés. Savoir programmer un logiciel, comme le disait Anne, savoir le coder, le construire en fait. La gestion de la sécurité d'un système, avoir des petites connaissances en cybersécurité aussi, ça va être pas que spécifique au domaine de la cyber, hein. Vraiment, à partir du moment où vous allez travailler sur un système, un logiciel ou quoi, il faudra toujours penser à la sécurité de ce logiciel, toujours. Et faire beaucoup de veille. Parce que ça va, comme je vous disais tout à l'heure, ça va très vite, ça change très vite. Là, aujourd'hui, on est, par exemple, dans la cybersécurité sur des attaques de type rançongiciel. On ne sait pas demain qu'est-ce que ça sera. Donc, ça évolue beaucoup et ça change beaucoup. Juste si je peux rajouter quelque chose sur les savoir-être, dont je ne sais pas si vous avez déjà fait des tables rondes, mais c'est vraiment ce qui ressort à chaque fois, quel que soit le métier. Ouais. Il y a un certain nombre là, de critères. Il faut les avoir, mais aussi il faut savoir en parler. Il faut savoir pouvoir faire la preuve qu'on a l'esprit d'équipe. Ça va pas suffire de dire j'ai l'esprit d'équipe, parce qu'en plus c'est ce qu'on entend tout le temps, parce que en fait on commence à savoir que c'est ce qui est recherché. Donc ma question, ça serait peut-être comment Anne, toi ou toi Marjorie, vous voyez à quoi vous évaluez ces critères, parce qu'il suffit pas de le décréter en fait. Donc comment vous voyez ça ? Nous, en entretien, on va poser des questions sur c'est quoi, c'est quoi la créativité ? Est-ce que tu as créé des choses durant tes expériences professionnelles ? Donc il faut du concret. Du concret, voilà. On va toujours chercher le concret. Pour des compétences un peu de savoir-être, c'est sûr qu'on va beaucoup écouter aussi en entretien, puis on va rebondir sur des mots, voilà. Hein, c'est un peu le feeling qui va parler, c'est vrai. Hein, c'est un peu la compétence humaine. On est pas mal en binôme aussi là-dessus, donc. C'est exactement ça. Il y a une part de feeling, et ce feeling, comment il se crée déjà à la base, c'est quelques minutes, les premières minutes de l'entretien qui vont être quelque part un peu décisives. Alors, c'est un grand mot parce que on a tout le temps d'un entretien pour découvrir la personne, mais un sourire au début de l'entretien, un bonjour, une bonne présentation, tout ça, c'est des choses qui sont absolument indispensables lorsqu'on va faire un entretien. Donc, c'est ce qu'on va appeler la posture professionnelle. Et aujourd'hui, avec le Covid, on est amené à faire beaucoup d'entretiens visio. Donc en visioconférence, alors qu'avant on pouvait faire plus des entretiens en physique, mais les deux l'aspect primordial de ces deux entretiens, c'est vraiment une posture professionnelle qui soit correcte, donc une tenue qui soit professionnelle, et comme je vous le disais, un bonjour, un sourire et une bonne énergie lors de l'entretien. C'est vraiment quelque chose de très important. Et ça, ces trois critères-là vont déterminer aussi le feeling de l'entretien et la manière dont va se dérouler l'entretien. Si dès le début, on a une petite suspicion sur le fait que le candidat, il n'a pas l'air très commode, pas très agréable, si on doit après l'amener sur des métiers où il va être en échange client, si on l'a sur un métier, s'il doit vendre les solutions Tetris auprès des clients, et qu'il n'est pas très commode, qu'il n'a pas dit bonjour, pour un métier où il va être amené à échanger avec plein d'interlocuteurs différents, ça va être compliqué. Donc voilà, ces quelques minutes d'entretien, c'est des choses très concrètes, hein, et c'est des choses qui sont très importantes pour nous. Et c'est important aussi, si vous préparez un entretien, même pour votre futur premier stage, de bien vous préparer, vous renseigner sur l'entreprise à laquelle vous postulez, bien vous préparer, voilà, être authentique, être vous-même aussi, ça compte, hein, et surtout, voilà, être bien préparé à ces entretiens. Je vais laisser Anne poursuivre sur s'orienter dans la cyber. Du coup, là, vous êtes au collège, je crois, principalement. L'étape du lycée va arriver bientôt. Donc on va au lycée, vous allez devoir choisir, je vais avancer un peu plus vite, au lycée vous allez devoir choisir en première 3 spécialités,
2 en terminale. Ce qu'on a pu remarquer, et principalement, et chez Tetris, c'est les profils qu'on va aller chercher en sortie d'études, ce sont des personnes qui ont une orientation qui est dite scientifique. Aujourd'hui on recrute pas mal de profils qui ont fait des écoles d'ingénieurs ou alors sur différents métiers des écoles de commerce ou voilà, donc privé et public, ça c'est pas quelque chose qu'on va spécifiquement regarder, mais c'est le parcours, c'est principalement donc à dominante scientifique, donc en spé maths, physique chimie, sciences de l'ingénieur, etc. Et bien sûr orienter votre parcours, si vous voulez travailler dans la cyber, orienter votre parcours vers l'informatique en général. Marjorie vous l'a dit tout à l'heure quand on parlait des métiers, vous l'avez vu, il y a une partie ressources humaines, marketing, commerce qui est très importante et qui est nécessaire dans ces métiers-là. Par contre, on a une grosse partie technique, et cette technicité-là, elle va s'acquérir avec une orientation qui va être dite informatique. Donc il y a plein de choses. Nous, on recrute principalement à des niveaux bac+5. Et il y a plusieurs manières d'y arriver. Vous allez pouvoir passer par plusieurs, entre guillemets, petits cursus. Un BTS, un BUT, une licence et ensuite un master ou autre. Ou alors directement faire une classe prépa, puis ensuite 3 ans d'école d'ingénieur pour arriver à ce fameux bac+5. Si vous avez encore envie d'apprendre, il y a possibilité d'aller jusqu'au bac+6, au bac+8. Mais voilà, les gros des recrutements dans l'informatique aujourd'hui vont se faire sur du bac+5. En tout cas, nous, chez Tetris, et c'est vérifié aussi sur d'autres entreprises de l'informatique au global. Ce qui est important aussi, et c'est ce que je voulais vous rappeler, c'est que, et on va y venir aussi ensuite, c'est que ce sont des métiers, aujourd'hui, on va vous parler de certains métiers. Peut-être que dans 10 ans, ils n'existeront plus. People manager, ce que fait Marjorie, c'est nouveau. C'est un métier, il y a 10 ans en arrière, on n'avait pas de people manager. Ou en tout cas, ça s'appelait pas comme ça et c'était pas exactement pareil. L'accompagnement des salariés, il y en a toujours eu, mais là, c'est vraiment différent et c'est un nouveau métier. Donc, dans l'informatique, comme le disait Marjorie aussi, ça va très vite, ça change tout le temps. Ce sont des métiers qui sont très novateurs. On va vous demander d'être créatif, d'avoir un esprit innovant. Et dans ce sens-là, il va falloir aussi continuer à se former tout au long de votre carrière. Il y a plein de moyens, il y a des formations en entreprise, des cours en ligne, des webinaires. Il y a plein de moyens, mais c'est important de l'avoir en tête. C'est que en sortie d'études, vous serez encore amené, et ce sont souvent aussi des métiers qui sont un peu dits passion. Ça va être important de continuer votre cursus votre parcours professionnel en vous formant tout au long de votre carrière. Ce qu'on pensait aussi intéressant de vous partager aujourd'hui, c'est si cette conférence vous a plu et que ça a fait peut-être naître un intérêt, c'est que même en 3e, même en 4e, même au collège, et notre fondateur a commencé à s'orienter entre guillemets dans la cyber, est devenu hacker éthique parce qu'il a commencé à bidouiller, on va dire, des ordinateurs à 9 ans. D'accord. Donc on a des profils aussi qui sont nés dans des ordinateurs et qui adorent ça et qui sont passionnés. Pas que, mais il y en a. Et donc si ça vous intéresse, on vous a mis quelques sites pour commencer à vous initier à justement cette cybersécurité. Donc il y a bien évidemment le site du gouvernement, donc cybermalveillance.gouv.fr. Il y a les MOOC. Donc MOOC, ça veut dire simplement cours en ligne. SecNum Academy de l'ANSSI. L'ANSSI, c'est l'Agence nationale des sécurités et des systèmes d'information. Donc c'est une référence dans le monde de la cybersécurité. Et donc là, vous allez avoir des cours en ligne qui sont gratuits et qui vous permettent de vous initier, de connaître les bonnes pratiques. Ça peut être intéressant même à titre personnel, de savoir effectivement qu'un mot de passe, faut le changer régulièrement, que si vous avez mis nom, prénom plus date de naissance, c'est les premiers mots de passe qui vont être testés. Enfin voilà, c'est des bonnes pratiques aussi. Et il y a aussi donc la plateforme RootMe qui va vous permettre aussi d'apprendre des petits tips, d'apprendre ce qu'est la sécurité informatique à travers des petits, pas des exercices, mais c'est des petits challenges en voilà, fait. Des challenges. Des petits challenges informatiques comme ça où on va aller tester la sécurité d'un système d'information. Il y a une plateforme pédagogique aussi. Je pense qu'il y a du lien avec les écoles. C'est pour ça que je me suis permise de le mettre. Donc très intéressant pour commencer à voir si ça vous plaît et commencer à faire naître peut-être une vocation dans la cybersécurité. Et l'avenir, pour finir, comme je vous le disais tout à l'heure, on ne connaît pas les métiers de demain.
Alors il y en a qui resteront, beaucoup évolueront et il y en aura des nouveaux. Ce qu'on peut simplement vous dire, c'est que c'est un métier d'avenir. Enfin, ce sont des métiers d'avenir. C'est un secteur d'avenir. On a besoin aujourd'hui, et on le voit de plus en plus, qu'il y a un fort besoin de sécurisation des données, sécurisation des entreprises, avec toutes les attaques qu'il y a eu. Donc c'est important. C'est un secteur, l'informatique et la cybersécurité en plus, qui sont en plein essor et où il y a du travail, quoi. Oui, on recrute. Par exemple, chez Tetris, 100% des employés de Tetris sont en CDI. Aujourd'hui, tout le monde est en CDI, c'est-à-dire à contrat à durée indéterminée. Donc 100% des personnes. Le numérique, de toute façon, on recrute dans tous les secteurs, vraiment. Il y en a partout. Hein, on a pu le voir au travers de quelques exemples entre Anne et ce que j'ai pu vous dire, les quelques faits en 2022. Et même pour chercher quelques chiffres aussi, c'était assez complexe parce que c'est tellement des métiers nouveaux et émergents que d'après Pôle emploi, 115 000 postes seront à pourvoir d'ici 2030. 2030, c'est demain. On n'est pas loin. Donc, et peut-être plus après vous, quand vous sortirez probablement de vos études. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a donné, un petit goût de cyberp. C'est nous. C'est l'entreprise Tetris. C'est notre équipe à Tetris. Voilà, jeune et dynamique. Voilà, vous pouvez rester informés. Le site internet, Twitter, cybermalveillance.gouv aussi sur toutes ces choses-là. Et on vous remercie. Puis si vous avez des questions. Bonjour. On a discuté tout à l'heure ensemble. Je continue. C'est très intéressant ce que vous venez de nous dire. Le recrutement, est-ce que ça se passe uniquement au niveau régional ou au niveau national? Alors, comme je le disais au début de la présentation, donc les bureaux de la direction technique sont à Bordeaux, mais on a aussi nos équipes commerciales qui ont des bureaux à Paris, à La Défense, au campus, au cybercampus. On a aussi, par exemple, moi je m'occupe des recrutements business, donc commerciaux, pour l'Allemagne, pour l'Espagne, parce qu'on a des filiales là-bas. Je recrute aussi des développeurs informatiques pour nos filiales au Canada, au Japon. Donc ce sont des métiers aussi, et avec l'essor de Tetris, on est amené à pouvoir travailler à l'international. Donc on recrute en France et à l'étranger. Vous gagnez combien ? Alors, je vais pas répondre à cette question précisément parce que je suis pas sûre que tu sois intéressé par les ressources humaines. Mais en tout cas, pour te parler des métiers, en tout cas au global dans l'informatique, ce sont des métiers de réputation qui gagnent bien. Ce sont des salaires qui sont assez honorables, tout simplement parce que vous œuvrez pour des choses qui sont, pour des métiers qui sont très techniques. Donc qui demandent des études, qui demandent une certaine réflexion, beaucoup d'adaptabilité, etc. Je peux te donner des fourchettes, mais je suis pas sûre que ça te parle. Je préfère te dire que en fonction des métiers qui t'intéressent, tu peux retrouver des grilles de salaire sur Internet. Mais c'est pour te rassurer sur ce sujet-là, ce sont des métiers qui payent bien. Ouais, on est sur des métiers de junior en sortie d'études, on est entre 35 et 45 000 euros annuels bruts. Tant mieux, pour eux, c'est bien. Ouais. Alors, du net mensuel pour aider les jeunes. Comment ? Du net mensuel, peut-être plus facile pour comprendre. On est entre 2002 et 2007. Voilà. Net par mois. Net par mois, dans votre poche. Sur votre compte. Ça, c'est bien. En sortie d'école. Merci à tous, en tout cas. Merci beaucoup.